Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui pour vous parler un peu de, comme vous le dites, des défis que va affronter la politique agricole dans les mois à venir, les années à venir. Mais avant de passer sur l'avenir, je voudrais revenir un peu sur le passé, parce qu'en fait, on ne parle pas de rien. Faustine a déjà un peu dévoilé qu'il y a déjà des débats, parmi les propositions que Faustine nous a montrées dans la dernière slide, il y a beaucoup de choses qui sont déjà en cours, pas aussi abouties que certains le voudraient, mais il y a déjà des choses qui commencent et c'est important de revenir là-dessus. Aujourd'hui, on est le 8 février 2024. Ça fait donc 1 an et 39 jours seulement qu'on applique la PAC qui a été adoptée en 2021 et qui sera en vigueur jusqu'en 2027. Ça vous donne une idée que, en fait, on est qu'au début d'une politique que la Commission a proposée en 2018, qui a été adoptée par le co-législateur en 2021. C'est un processus qui prend du temps, mais il nous donne quand même une certaine feuille de route de notre politique agricole qui elle-même succède à une série d'autres politiques agricoles qui sont en place depuis les années 60, avec un vrai changement à partir de la fin des années 80, début des années 90, qui est le passage à une orientation plus forte de l'agriculture vers le marché pour donner aux agriculteurs la capacité d'orienter leurs décisions de production et d'investissement en fonction, pour répondre aux signaux de la demande. Pour que ceci fonctionne, on va voir qu'il y a des conditions, et c'est là-dessus que je vais revenir pour faire un peu l'histoire, mais force est de constater qu'on parlait de souveraineté récemment. Aujourd'hui, depuis 15 ans, l'Union européenne est exportatrice nette et substantielle de produits agricoles et alimentaires. Alors bien sûr, la loupe a changé quand la Grande-Bretagne nous a quittés, mais même avant que la Grande-Bretagne nous quitte, nous étions déjà exportateurs nets. Et quand vous parliez de la France importatrice de fruits et légumes, la France reste exportatrice nette de produits agricoles et alimentaires aujourd'hui, tant sur le marché unique dans l'Union européenne que encore plus vis-à-vis de l'extérieur. En fait, la performance française en matière de commerce extérieur reste beaucoup plus forte sur le en dehors de l'Union européenne que sur l'intérieur. Donc, pour ce cadre, on bénéficie depuis 2021 d'une feuille de route qui se décline en plusieurs éléments. Premièrement, on a une gouvernance qui, je l'ai noté dans la diapositive de Faustine, on nous parlait de résultats, de performances. C'est un peu le choix qui a été fait en 2021 de passer d'une PAC où on vérifie la conformité, où on vous embête pour savoir quelle taille fait telle haie, telle bande enherbée, à une logique où on cherche le résultat en ce qui concerne les États membres, mais et plus généralement la performance pour l'Union européenne par l'intermédiaire d'indicateurs d'impact. Donc c'est un vrai changement avec aussi une analyse stratégique. On parlait de vision stratégique. On a demandé aux États membres entre 2021 et 2023 de développer une vision stratégique pour eux. Quelle serait la stratégie à poursuivre pour contribuer aux objectifs généraux de la politique agricole commune sur lesquels je vais revenir, parce qu'on a effectivement aussi toute une gamme d'objectifs. Pas forcément toujours bien chiffrés, mais des objectifs, on en a. Des objectifs de durabilité économique, compétitivité et productivité, mais aussi lissage de la volatilité des prix et de leur impact par des outils de gestion du risque, lissage du revenu par des outils, des paiements directs qui viennent compenser la volatilité du revenu par le marché. Et également, une troisième chose très importante, et j'y reviendrai, c'est être sûr que dans ce marché, cet espace un peu libre pour les opérateurs économiques de la chaîne, les plus faibles de ces acteurs dans cette chaîne, et en particulier les agriculteurs, mais pas seulement, aussi les PME, les petites et moyennes entreprises de transformation locale, tous ces gens qui sont un peu plus faibles que d'autres acteurs qui sont plus concentrés, je ne les nommerai pas, eh bien, ils puissent bénéficier de ce marché. Et ça veut dire s'assurer que dans la chaîne, les plus faibles ne sont pas désavantagés. C'est des objectifs de durabilité économique, des objectifs de durabilité environnementale et climatique, avec un objectif clair d'augmenter l'ambition
de ce point de vue. Je ne reviendrai pas dessus, Faustine a aussi parlé de ça assez clairement, et aussi des objectifs à caractère plus sociaux, et on a parlé beaucoup de renouvellement générationnel, on a parlé... ça, c'est aussi un objectif qui est clairement indiqué, qui doit faire partie de la stratégie que les États membres développent. Des objectifs aussi de permettre aux demandes sociétales de mieux s'exprimer et de mieux arriver aux agriculteurs. Tout ça, c'est une politique qui est censée contribuer à ce qu'on appelait en 2019, parce qu'on a comparé 2019-2024, à ce projet qui est le Pacte vert européen et sa déclinaison pour l'alimentation. Et l'objectif, c'est d'aboutir à des systèmes alimentaires plus durables, plus résilients. Cet objectif, il existe. Il y a des objectifs chiffrés. Alors, on peut discuter, est-ce qu'ils sont suffisants, est-ce qu'ils sont contraignants, mais en tout cas, ils existent de manière au moins non contraignante. Vous avez un objectif, par exemple, de réduction, on parlait d'azote, de réduction, de division par 2 des pertes de nutriments dans la chaîne. Juste un petit point. Là, je vous ai parlé beaucoup de la PAC en tant qu'outil financier, de subventions, les paiements directs, le soutien aux assurances, l'aide aux investissements, des choses comme ça. Il n'y a pas que ça dans la PAC. Il y a aussi un cadre réglementaire, et notamment pour la chaîne, c'est particulièrement important. C'est un peu mon travail en plus, surtout. Donc, c'est pour ça que je tenais à le dire. Il y a aussi des outils réglementaires qui visent à permettre aux organisations de producteurs, dont la forme la plus commune, c'est les coopératives dans l'Union européenne, d'être renforcés, de bénéficier de soutien particulier, notamment parce que c'est un moyen justement de contrebalancer la faiblesse des agriculteurs dans la chaîne par rapport aux acteurs plus concentrés. Vous avez aussi une directive qui réglemente quelles sont les pratiques commerciales déloyales. Ce sont des choses qui sont nouvelles, qui ont été adoptées en 2019 et qui permettent de renforcer. Vous avez aussi un objectif d'assurer une transparence des marchés. Les plus forts dans la chaîne, ils savent ce qui se passe sur le marché. Ils peuvent acheter de l'information à des agences internationales comme Reuters, Bloomberg, etc. Enfin, ils peuvent avoir accès. Les agriculteurs et les coopératives, forcément moins. Et donc, c'est une tâche aussi qu'on a essayé, qui n'est pas de la subvention, mais d'assurer plus de transparence. Alors, vous me direz, ça a l'air idyllique ce que vous dites, alors pourquoi est-ce qu'il y a encore des problèmes? D'abord parce que depuis 2019, on a bien vu que la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ce qu'on avait comme panorama en 2019 lorsqu'on a proposé cette politique et on l'a négociée au Parlement et au Conseil et abouti au compromis politique, ça s'est trouvé confronté très rapidement à une série de crises successives. Certains parlent même de permacrise pour parler de ça. Donc d'abord le Covid, ensuite le boom du prix de l'énergie qui a été renforcé par la guerre en Ukraine. Et on pourrait rajouter autour un certain nombre de signaux que le changement climatique se traduit par une fréquence plus élevée d'événements climatiques extrêmes. Je vous prends juste l'été dernier, moins 50% de rendement sur la péninsule ibérique en grande culture, des inondations plus que catastrophiques en Thessalie, en Grèce et en Slovénie par exemple. Donc, quand on a une feuille de route comme ça adoptée, il faut savoir s'adapter. C'est ce que la Commission a essayé de faire au cours des dernières années. Je vais vous donner quelques exemples par lesquels on a essayé de s'adapter. La première, c'est après le Covid, on s'est posé la question, est-ce que nous sommes vraiment préparés à affronter ce genre de crise? J'étais en première ligne le 15 mars 2020 pour qu'est-ce qu'on fait? Plus personne ne peut voyager, les camions ne peuvent plus traverser. J'avais des témoignages de gens qui me disaient moi j'ai mes tomates, je ne peux pas les emballer parce que les boîtes de conserve elles sont encore ailleurs et le camion ne vient pas parce que le camion il transporte des boîtes de conserve, donc ce n'est pas essentiel, donc tu ne peux pas traverser une frontière, ce genre de choses. Dans l'urgence, ma présidente, je pense que même personnellement, a mis du sien pour adopter une recommandation, ce qu'on appelait les green lanes, je ne sais pas si vous vous rappelez ça, où on a dit stop, les camions, ils traversent, ils passent, quelles que soient les conditions sanitaires, on trouve un moyen pour que ça puisse passer. Mais ça a été fait avec des instruments ad hoc. C'est-à-dire ce truc-là, les green lanes, c'est une recommandation de la Commission. Ce n'est pas un texte légal, en fait. Donc, on a essayé de s'adapter. Il y a toute une série d'initiatives qui ont été prises depuis ce moment-là pour renforcer les bases légales qui permettent à la Commission de gérer ce genre de crise, et notamment un où je suis particulièrement impliqué, c'est un plan d'urgence pour assurer la sécurité alimentaire en cas de crise, dont le principe essentiel, c'est de regrouper dans le même forum électronique ou présentiel l'ensemble des autorités publiques et des opérateurs privés de la chaîne, mais à très très large, puisqu'on va des fournisseurs d'engrais et de semences jusqu'aux banques alimentaires. Donc on a vraiment tout le monde là. Et
Ça nous permet de détecter les signaux faibles de crise, de nous préparer, de tester, de faire des exercices. Pas plus tard qu'hier, on a eu une réunion de ce mécanisme pour essayer de sentir à quel degré les bombardements des Houthis sur les navires commerciaux au large du Yémen pouvaient avoir un impact sur la sécurité alimentaire en Europe ou pas. La conclusion de ce groupe, c'est que oui, il faut surveiller, mais a priori, pour le moment, pas de besoin de s'énerver. On a parlé d'autres exemples d'adaptation. Il y a eu toute une série de textes en 2022 et en particulier après la guerre en Ukraine, une communication sur la continuité de la sécurité alimentaire, une communication sur la disponibilité en engrais. Il y a eu un gros souci, vous vous rappellerez, au cours de l'année 2022 sur est-ce qu'on allait avoir des engrais. C'était même plus le prix qui était la question. Enfin, le prix restait bien entendu une grosse question vu la multiplication par 5 ou 6 des prix des engrais azotés en particulier. Mais il y avait même une question de est-ce qu'on va en avoir. Donc, je vous passe un peu sur toutes les mesures qu'on a prises, mais il a fallu s'adapter à ces crises pour non pas contredire le chemin qu'on avait dans la feuille de route, qui est le chemin, mais pour accompagner et faire face aux problèmes qu'on affrontait. Alors, si on en revient aux dernières manifestations, et je ne sais plus qui mentionnait qu'il n'y a pas qu'en France que le mécontentement, c'est Faustine encore, je cite beaucoup de Faustine dans ma présentation. Je suis témoin parce que moi je suis venu en voiture de Belgique et maintenant les panneaux sont tous inversés en Belgique aussi. Et il y a 3 semaines, ils n'étaient pas inversés. Donc là, sur ce point-là, les Belges, les agriculteurs wallons ont parfaitement compris quoi faire. Il est clair que quand il y a ce genre d'événement, il faut pouvoir répondre. Alors, que les réponses soient discutables, discutées, bien entendu. La BCAE 8, la jachère, c'est une dérogation qui a été proposée pour 1 an. Alors, les personnes qui sont opposées à ce genre de dérogation vous diront que c'est la 3e fois d'affilée qu'on a une dérogation. C'est 3 dérogations différentes, d'ailleurs, toutes avec des petites différences. 3e fois d'affilée qu'on déroge à cette règle sur les jachères. Mais vous avez d'autres points. Vous avez Eric Orsena l'a cité, la décision, finalement, lors de la 3e renouvellement de la mesure autonome de commerce avec l'Ukraine, celle qui démontrait la solidarité avec l'Ukraine et qui disait on libéralise les importations de l'Ukraine parce qu'ils ont besoin de notre soutien. Eh bien, cette fois-ci, on a proposé qu'il y ait des limitations quantitatives pour justement tenir compte de ce genre d'événements. Sur la simplification, la surtransposition, je ne vais pas détailler parce que c'est des choses qui sont en train de se débattre. Il y a aussi des débats aussi sur la chaîne et tout ça est en train de se dégoupiller. On va essayer de proposer des choses pour s'adapter à cette situation et montrer qu'on est attentif à ce qui se passe de ceci, notamment lors du prochain Conseil agricole. Alors, 3e partie, donc on a une feuille de route. Cette feuille de route, la vie est chaotique, on doit s'adapter à ce qui l'empêche de se dérouler, mais c'est une feuille de route qu'on a adoptée pour 7 ans. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? 2027, c'est la fin de cette feuille de route. Donc ça fait qu'un an et 1 mois qu'on l'applique, mais déjà, on sent qu'on arrive au moment où 2027, c'est demain déjà, puisque 2027, c'est le moment où on va renouveler le cadre financier multiannuel de l'Union européenne. Et peu de temps après cet renouvellement, on va proposer une PAC qui rentre dans les clous de ce cadre multiannuel financier. Et donc, il faut déjà se préparer. On ne peut pas attendre la mi-2025, au moment de la proposition, pour commencer à essayer de réfléchir quels sont les problèmes structurels qui justifieraient qu'on évolue dans cette feuille de route qu'on avait adoptée en 2021. Et que les États membres ont décliné avec leur stratégie nationale. Donc on est en plein dans le travail, mais le travail qu'on a commencé à anticiper et qui est public, vous trouverez toutes les informations sur le site de la Commission et qui associe les représentants des États membres et les représentants des acteurs économiques. Je vais vous donner une idée avec les thèmes qui sont abordés dans tous les workshops techniques qui sont organisés en ce moment. Ça vous donne une idée des débats qui vont venir dans les mois qui viennent. Premier workshop, la première question, c'est la résilience, la question de comment gérer les risques et les crises. 2e débat, ce qu'on a appelé la sécurité alimentaire, mais en fait derrière la sécurité alimentaire, il y a 2 types de débats. Il y a un débat sur
l'utilisation des sols, et on l'a vu avec la présentation de Christian Huyghe, on utilise plus ou moins de surface selon le type de consommation, et il y a aujourd'hui en plus des concurrences terribles entre agriculture et autres types de production. Je ne sais plus qui a parlé d'agrivoltaïsme qui peut prendre de la place, etc. etc. Sous ce thème-là, on aborde également la question d'une contradiction qui peut exister dans les objectifs de la politique agricole, qui veut à la fois garantir une rémunération aux agriculteurs équitable et la productivité de l'agriculture, mais qui veut aussi garantir des prix abordables pour les consommateurs. C'est un des objectifs du traité, les prix abordables. Donc, comment faire pour le faire? D'autant plus qu'on vient de vivre un choc inflationniste inédit, 26% d'augmentation pour l'alimentation en 2 ans, que, bien entendu, quand il y a un tel choc, eh bien, tous les acteurs de la chaîne commencent à perdre la confiance les uns avec les autres en essayant de savoir qui était en train de profiter de qui. Est-ce que quelqu'un n'est pas en train de cacher ses coûts? Et donc, bien entendu, tout ce qui a été construit comme confiance dans la chaîne a tendance à s'effriter, et qu'on est dans un contexte où, avec la transition, ce qu'a appelé Faustine la transition nécessaire pour répondre aux objectifs climatiques et environnementaux, dont on a bien vu que dans notre propre feuille de route, on a une plus grande ambition à atteindre, et bien tout ça, ça peut vouloir dire, si on ne le fait pas bien, des augmentations de coûts, des augmentations de prix, et on ne peut pas oublier, vous l'avez dit, hein, il ne faut absolument pas toujours aller vers le prix bas, mais pour certains de nos concitoyens, de la pauvreté alimentaire, ça existe déjà aujourd'hui. Et on sait que quand il y a 25% d'inflation en 2 ans, comme il y a eu, eh bien ce taux de pauvreté alimentaire, il augmente en Europe. Et donc il faut aussi trouver une solution pour ça. Tout ça pour dire que, et ça a été aussi dit, c'est qu'on n'est plus dans une politique purement agricole. C'est une politique où la dimension alimentaire est importante, et la question des environnements alimentaires qui a été soulevée par Faustine est une question aussi essentielle. Comment faire pour que, quelque part, à la fois on garantit la rémunération juste aux agriculteurs en fonction des exigences de production que la société leur demande de remplir, mais que, par ailleurs, les prix restent abordables pour ces produits qui respectent ces normes pour l'ensemble des consommateurs. Je vous passe, on va aussi discuter d'autres débats, mais je voudrais juste vous mentionner, parce que Faustine l'a mentionné, le dialogue stratégique, que Ursula von der Leyen, justement, voyant parfois la polarisation qu'il y avait dans ces débats, a souhaité convoquer. Elle a convoqué 30 organisations qui représentent l'ensemble des acteurs. Alors, ce n'est pas tout le monde, mais c'est une trentaine identifiée, pour essayer de dépolariser le débat, de trouver un consensus, de trouver une vision. Et on peut compter que le rapport qui sera rendu de ce dialogue stratégique en août 2024 va contribuer à nous permettre de mieux percevoir comment faire évoluer la politique agricole commune. Notamment, on regarde de trois challenges essentiels, ça c'est plus mon appréciation personnelle. C'est comment renforcer la durabilité et la résilience de nos systèmes alimentaires. Vous voyez donc que même si le cadre législatif pour des systèmes alimentaires durables était une action de la stratégie de la ferme à la table, a disparu de l'agenda aujourd'hui, la question, elle, reste, comme toutes les questions qui sont soulevées par le pacte vert et la stratégie de la ferme à la table. Toutes ces questions sont encore là. Donc comment faire pour faire ça? Est-ce qu'on doit revisiter nos outils, mieux les cibler pour avoir une meilleure performance sur nos objectifs? Comment faire pour rendre la transition pour les agriculteurs moins risquée? Comment les inciter à avoir moins peur, enfin leur donner moins peur de se lancer dans des expériences de transition? Je pense que Jean-Christophe va revenir juste après sur ce genre de questions. Comment renforcer l'innovation, etc. Une deuxième question, c'est la transition juste. Faustine l'a aussi mentionné, et est-ce que c'est justement une des raisons pour lesquelles on a des difficultés aujourd'hui? Est-ce que ça n'a pas été un point suffisamment bien examiné? Clairement, le fonctionnement de la chaîne, on a fait beaucoup de choses, je vous ai mentionné, mais est-ce qu'on ne peut pas faire les choses mieux? C'est sans doute un débat qui va nous occuper dans les mois à venir. Comment aussi s'occuper mieux des zones rurales? Comment, plus généralement, ça a été mentionné plusieurs fois,
comment reconnecter les agriculteurs avec leurs consommateurs qui sont de plus en plus urbains et donc qui connaissent de moins en moins. Comment faire pour qu'on se comprenne mieux et pour pouvoir dialoguer ensemble et trouver des solutions ensemble, il faut se comprendre, se connaître. Ça a été dit par Faustine dans votre débat et c'est une tâche importante. Dernier point à retenir, c'est on reste orienté par le marché, on reste sur un marché mondial qui existe. Comment rester compétitif dans un environnement géopolitique plus incertain. On le voit bien, il y a certains de nos partenaires commerciaux sont de moins en moins amicaux, dirons-nous. Et la question vous l'avez cité, armes alimentaires, Eric, mais ce genre de considération rentre. Alors comment faire? Le concept que l'Union européenne défend, c'est autonomie stratégique ouverte. Il faut bien dire qu'on ne reste pas une forteresse, mais qu'on fait attention à notre autonomie de manière stratégique et à notre capacité de garantir notre sécurité alimentaire, pour notre cas, mais d'autres types de sécurité également. Et ça passe par plusieurs types d'instruments, mais je voudrais en signer un, parce qu'on en parle souvent en Europe, notamment, c'est les mesures autonomes commerciales, c'est-à-dire les choses qu'on décide, nous, de mettre en place pour nous défendre, pour défendre notre souveraineté, ce que souvent on entend qualifier de clause miroir dans le débat. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'elles existent déjà. Il y a déjà au moins 4 exemples de clauses miroirs adoptées au cours des dernières années par l'Union européenne pour fixer, que ce soit le règlement déforestation, que ce soit la taxe carbone aux frontières, pas pour l'agriculture certes, mais pour les engrais, pour les industries lourdes, que ce soit les limites de résidus pour les pesticides interdits en Europe et dangereux pour la santé, mais pas seulement pour la santé, aussi pour l'environnement, on pense aux néonicotinoïdes, que ce soit pour les antibiotiques dans les produits alimentaires. Et là, on a clairement imposé aux pays tiers d'une certaine manière nos normes. Voilà, je voulais juste vous faire un peu ce panorama pour vous dire qu'on aura beaucoup de choses à discuter dans les 2 ans qui viennent et pour discuter sereinement, il faut avoir confiance, se connaître, d'où l'intérêt du dialogue stratégique et de tous les dialogues qui peuvent répliquer le dialogue stratégique qu'a lancé notre présidente. Merci. Donc, à vous entendre, Bruxelles a complètement entendu les agriculteurs, notamment dans leur problématique qui fait qu'on importe des produits qu'eux n'ont pas le droit de produire. Enfin, où les manières de les produire ne sont pas les mêmes que chez nous. Il y a des problèmes de distorsion de concurrence quand même. Alors, d'abord une chose, dans le commerce international, il y a forcément une distorsion de concurrence. C'est même le principe, hein, c'est la théorie des avantages comparatifs. Il y a des gens qui sont plus habiles que d'autres à produire certaines choses. Ça, c'est le niveau de salaire, par exemple, le niveau de vie, c'est clairement... Donc les spécialistes de l'OMC et les négociateurs détestent cette expression, en anglais c'est level playing field. Distorsion de concurrence sanitaire, on va dire. Voilà. Mais par contre... Ce qu'on comprend, et c'est quand même quelque chose qui a déjà été débattu, il y a même un rapport de la Commission là-dessus qui date de 2020, qu'on comprend bien que si nous-mêmes on s'impose des normes pour le bien commun, que ce soit pour le climat, pour les pollinisateurs globalement, parce que c'est l'argument qu'on utilise pour interdire les importations de produits qui ont des résidus de néonicotinoïdes, il y a un certain nombre de biens communs, le travail des enfants, l'esclavage, tout ça, c'est des biens communs généraux, la déforestation. On a un argument pour dire, nous on s'impose une norme, elle est au bénéfice de tout le monde. Et donc c'est pas acceptable que, comme on s'impose une norme, elle soit dévoyée par des gens qui ne les respectent pas, alors qu'on travaille dans l'intérêt de l'humanité. Et ce principe-là, il existe dans les interstices du droit de l'OMC. C'est ce que montre ce rapport de 2020 alors il ne s'appelle pas les clauses miroirs, mais je peux vous retrouver le nom. C'est un rapport assez intéressant qui montre qu'on a une marge de manœuvre pour imposer des mesures autonomes au niveau européen. Éric Orsenna, vous voulez dire un petit mot? Quel métier? Et alors je vais vous dire quel métier au pluriel. Parce que, comme vous dites, c'est pas seulement la question agricole, mais c'est évidemment les questions sociales, c'est évidemment les questions de souveraineté, c'est les questions diplomatiques, c'est les questions, etc., etc. Donc, qui arrivent chez vous. Alors, la tentation, c'est de dire,
déjà que l'administration dans un pays, c'est insupportable. L'administration qui doit gérer 27 pays, c'est encore plus insupportable. C'est ça ce qu'on va entendre jusqu'aux élections. Et moi, je réponds dès maintenant, mais je vais répondre de plus en plus, c'est que vous imaginez 27 pays abandonnés à eux-mêmes sans PAC? Vous imaginez ce qui se passerait? Et moi, je crois que c'est cette ligne-là que vous devriez un petit peu défendre. Comprenez? C'est-à-dire les mots un peu négatifs, c'est-à-dire d'accord, c'est compliqué, d'accord, c'est trop long, d'accord, c'est pointilleux, d'accord, etc., etc. Mais enfin, regardez ce qu'on évite quand même. Ça voudrait dire quoi? S'il y avait 27 politiques agricoles différentes, ça voudrait dire quoi? Quels seraient les passages? Comment ça se passe? Et prenez l'exemple peut-être, pardon, mais comme vous avez compris, j'essaye d'avoir un poste de stagiaire à la DG Agri à Bruxelles. Et donc, ça serait intéressant de dire, justement, quand il y a des crises, quand il y a crise ukrainienne, quand il y a des crises militaires, et quand il y a des crises géopolitiques, et quand il y a des crises sanitaires, regardez quand même ce qu'on a fait. Comprenez? Parce que l'Europe, c'est un peu ça. Moi, je reviens à ce qui m'a toujours bouleversé, qui a été pour moi un des actes absolument majeurs de ce qu'on a dit tout à l'heure avec Faustine, de courage politique, c'est la création de l'Europe avec la CECA. C'est-à-dire, 5 ans après la guerre mondiale, se mettre d'accord avec son pire ennemi pour dire qu'on allait mettre en commun les moteurs mêmes de la guerre pour rendre la guerre impossible. Donc c'est un peu ça, cette affaire-là. C'est-à-dire, au-delà de tout, ça veut dire quoi? D'accord, c'est compliqué, mais la vie est compliquée. Et ça serait quoi si on n'était pas là? Tu vois, il y a une sorte de vertige, parce que autrement, on sent très bien tout ce qu'il est en train de dire, on n'en peut plus, on n'en peut plus. En plus, les politiques françaises sont quand même les champions du monde pour trouver un bouc émissaire super pratique qui s'appelle l'Europe. Et qui m'a toujours paru complètement insupportable. Donc, défendez-vous en disant très bien, et si on arrête, on fait quoi, les petits loups? Ouais. Dans la même logique, d'ailleurs, vous avez évoqué tout à l'heure l'inflation de 25% sur les produits alimentaires. Faut se rappeler qu'il y a 60 ans, c'était 30% du budget des ménages. Donc aujourd'hui, c'est peut-être repassé de 10 à 12,5% avec cette inflation. Mais ça reste relatif, finalement. Est-ce que l'alimentation a quand même une valeur? C'est peut-être aussi ce qu'il faut dire à nos concitoyens. Alors, deux choses. D'abord, effectivement, on est descendu à 12-13% si on ne compte pas la restauration collective. Or, beaucoup de ces 30% en fait, sont passés dans la restauration collective. Donc, on peut dire qu'on est passé de 30 à 20%. On a quand même réduit. On est passé de 30 à 20, et pour une raison précise, qui est d'ailleurs liée à l'agriculture, parce que c'est lié aussi à la question du foncier, puisque le logement est monté. Pas seulement, c'est aussi notre niveau de vie global, quand même. Enfin, mais on a plus de moyens pour acquérir des technologies domestiques qui n'ont rien à voir avec l'alimentation, que ce soit des téléphones portables, des ordinateurs. Oui, mais enfin, il faut rappeler aussi que, par exemple, en France, 16% des Français ne mangent pas à leur faim. Tout à fait. On parlait de cette pauvreté alimentaire qui existe encore en France. Et si on regarde dans des pays plus à l'Est, dans l'Union européenne, c'est beaucoup plus élevé, ce genre de pourcentage. Donc, mais juste peut-être pour revenir sur... le côté positif de l'Europe. Le côté positif de l'Europe, qui est aussi le côté positif de la coopération. Quand vous avez une crise, on peut être tenté d'avoir la réaction assez égoïste de se garantir, nous, notre propre suffisance. Je vais vous prendre un exemple très clair. Lorsque la guerre en Ukraine a commencé, il y a 2 États membres qui ont décidé d'interdire les exportations de grains de leur pays. Les Hongrois et les Bulgares, ils ne l'ont pas fait, mais de facto, c'était fait. Voilà, c'était une sorte de truc, genre une instruction, pas une loi. Si tout le monde se met à faire ça, c'est clair que ceux qui vont payer, c'est ceux qui sont en bout de chaîne. Et donc, oui, la Hongrie, c'est le dilemme du prisonnier, en fait, dans lequel on est. Et c'est clairement l'avantage de la coopération. Vous connaissez aussi ça dans les coopératives. C'est la même chose à un autre niveau entre différents agriculteurs. S'il y a un passager clandestin
qui joue sa carte perso au détriment de tous les autres, tout le monde perd à la fin. Et c'est ça l'intérêt de l'Europe aussi. Moi, j'aurais l'idée d'avoir une sorte d'Erasmus pour candidats aux européennes, pour leur montrer ce que ça veut dire concrètement. Ce serait pas mal. Vous leur dites, ben voilà, vous êtes contre l'Europe, ben venez, vous allez voir comment ça marche, vous faites quoi? Moi, j'adore, encore une fois, c'est la question des possibles. Encore une fois, les postures. Bon courage après. Vous voyez, ce genre de mécanisme-là. Parce qu'on a bien vu en Europe, regardez ce qui s'est passé. Moi, je suis très, très frappé de ce qui s'est passé avec l'Allemagne et la dépendance au gaz russe. C'était vachement simple de développer son industrie, avec une énergie très, très peu faible, et on était les deux poignets complètement liés à cette affaire-là. Donc c'est ça l'Europe aussi. Donc il y a une pédagogie simple, en disant voilà ce qu'on fait, et voilà en quoi on vous protège. Et je peux rebondir là-dessus, parce qu'en fait, ça m'a fait penser aussi, vous parliez d'histoires positives, il y a des histoires positives récentes dans la crise du Covid et de l'Ukraine, c'est la capacité qu'ont eu l'Union européenne et tous ses États membres d'acheter ensemble des vaccins. Pas chacun faire la queue auprès de Pfizer pour négocier chacun son prix, ça a été fait de manière globale, c'est la même chose pour les masques, et c'est clairement, ça change complètement il y a des gens qui disent qu'il faut qu'on fasse la même chose pour les engrais ou pour les matières premières agricoles. C'est peut-être exagéré parce qu'on est exportateur net, pas d'engrais, mais sur les engrais, on a des capacités de remplacer les engrais minéraux par de la luzerne, bien sûr. Si, luzerne pour tout. Luzerne, ARN, luzerne partout. Que de la luzerne. Non, mais franchement, je pense que, je ne suis pas à vous dire comme, mais avoir 5 mesures, pourquoi les plus simples possibles. La PAC, c'est ça. Et voilà pourquoi ça vous protège. Parce que ça va être des déferlantes de critiques ponctuelles. Et vous ne résisterez pas à cette déferlante-là. Parce que dans toutes les critiques contre l'Europe, la PAC sera en première ligne. Mais merci Eric Orsenna, et puis merci Fabien Santini. Il y aurait peut-être aussi des questions tout à l'heure. Et merci Eric, parce que ce conseil sera transmis immédiatement à mon service communication. On va travailler tout de suite dessus. Merci à vous et bravo.